du terrain. Et si les casinos sont virtuels, l'argent qu'ils rapportent, lui, est bien réel. On estime ainsi entre 30 et 50 milliards de dollars le marché des jeux de hasard sur Internet. Les cybercasinos constituent en effet une couverture idéale pour masquer le blanchiment d'argent. Est-ce que les casinos virtuels, c'est une passade, c'est quelque chose qui va disparaître facilement? Non, parce qu'il y a beaucoup d'argent encore dans l'industrie. Il y a juste beaucoup de joueurs présentement. Fait qu'il va y avoir une épuration au cours des années où c'est pas les mois qui suivent. Quand vous parlez il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'opérateurs de casinos. Oui, il y a beaucoup d'opérateurs de casinos et il y a toujours un petit peu plus de joueurs. Mais depuis quelques années, il y a plus d'opérateurs qui se rajoutent que de joueurs. La compétition est plus forte. Ah, elle est effroyable. Tout le monde le sait, le gouvernement marche sur des œufs dans le dossier des Autochtones. Il n'y a aussi aucune volonté politique visant à accuser les Mohawks de Kanawake. Ils peuvent donc impunément continuer à émettre des permis de casino alors que seules les provinces et le gouvernement fédéral ont ce pouvoir. La raison? Tous craignent la reprise de la crise d'Oka de 1990. La police le sait, mais a les mains liées. Les Mohawks ont le beau jeu. C'est difficile à imaginer, mais le jeu n'est légal au Canada que depuis 1969. Plus de 30 ans plus tard, on pourrait penser que la légalisation du jeu a mis fin au règne de la mafia en ce domaine. Il n'en est absolument rien. Le crime organisé y est toujours très actif, surtout dans les paris illégaux. Disons que si on se reporte aux années 73, le jeu, ça a toujours été la vache à lait du crime organisé. Alors, au niveau, si on parle de bookmaking, par exemple, Paris sur l'événement sportif, à ce moment-là, on avait des gens on parle toujours de 73, des gens qui pouvaient parier jusqu'à 25-50 000 $ sur une partie, que ce soit de hockey, de football, de baseball, de basketball. Et il y avait des ramifications jusqu'à Miami, Boston, Chicago, Californie, et même à travers le Canada, naturellement, Toronto, Vancouver. Les mafiosi montréalais s'y connaissent en jeu illégal. Pendant près de 30 ans, entre les années 1940 et 1970, Vincent Cotronnier et sa famille ont régné sur le jeu à Montréal et ont fait fortune. À cette époque, toute loterie était interdite au Canada, mais Montréal avait la réputation d'être la ville des loteries illégales. Toutefois, au début des années 70, l'État décidait de régir lui-même le domaine du jeu et des paris pour le soustraire au crime organisé. Autrefois, ils utilisaient que le téléphone traditionnel, tandis qu'aujourd'hui, vous avez le téléphone traditionnel, le cellulaire, vous avez le fax. Les derniers qu'on a fait l'année dernière, ils utilisaient, eux, tous les moyens de communication à leur disposition, dont l'Internet. En avril 2001, les policiers du Québec, de l'Ontario et de la GRC ont mis au jour un vaste réseau technologique de paris illégaux. L'organisation, pendant les 4 mois d'opération qu'on a fait l'étude, ont eu, pour une somme d'environ une vingtaine de millions de paris. Est-ce que c'est considéré comme un petit réseau, ça, ou un gros réseau? C'est un bon réseau. Si on considère que leur avantage à la maison font environ 5% de ce montant-là qui est parié. Les enquêteurs estiment qu'ils se pariaient ainsi illégalement plus de 200 millions de dollars par année. Le dossier est confié à l'escouade du crime organisé de la Sûreté du Québec qui identifie rapidement les têtes du réseau. C'était une mafia d'origine italienne. Puis, les dossiers sont toujours à la cour. Présentement, les dossiers sont toujours à la cour, oui. Mais est-ce qu'il y a des personnages, des gros personnages connus qui ont été arrêtés là-dedans, ou si c'est des gens... Il y a des personnages qui sont très connus du milieu, oui. Parmi les 54 individus arrêtés au printemps 2001, plusieurs comme Vincent Lopresti ou Joey Randa sont bien connus comme étant des associés de la mafia locale. Aussi, tout laisse croire que cet important réseau de paris illégaux était dirigé depuis Montréal par le clan de Vito Rizzuto. La mafia sicilienne entretient des liens avec d'autres organisations comme les Hells Angels, le Gang de l'Ouest et les trafiquants sud-américains.
Les 54 personnes arrêtées au Québec et en Ontario font face à 270 chefs d'accusation reliés à la prise de Paris. Ils doivent très bientôt comparaître en cour. Autrefois, il y avait des argents qui s'échangeaient et c'était liquide. On pouvait suivre la personne qui faisait la collecte et attendre à la fin de la journée et saisir le poteau rose, comme on peut dire. Mais aujourd'hui, les argents, c'est tout transféré soit via Internet, de banque à banque, et on ne retrouve plus ces sommes. Donc, c'est encore plus difficile pour vous. C'est très difficile. La technologie ne vous aide pas. Pas énormément. Au cours de l'opération, les policiers ont découvert qu'en un seul mois, à l'hiver 2001, les bureaux de Montréal et Laval ont reçu 6 233 paris d'une valeur de plus de 8 millions de dollars. C'est chaque jour 207 paris et 267 000 dollars dans la caisse. Les grands réseaux prennent des paris sur tous les grands événements sportifs en Amérique du Nord, comme le hockey, le football, le baseball et le basketball. De véritables PME du pari, très, très bien organisés. Au moment où j'étais policier, c'était des revenus astronomiques. Je me souviens, moi, en 75-76, il y avait un journaliste qui m'avait approché, il m'avait demandé, pour le Super Bowl, c'est une partie finale aux États-Unis, quelle était mon estimation au niveau des paris. Et j'avais dit, moi, à ce journaliste-là, que pour strictement la région de Montréal, ça irait aux alentours de 5 millions pour une partie. Aujourd'hui, ce serait quoi, ça? Ça pourrait être facilement 10 millions, 12 millions. Il est difficile de vous donner un ordre de grandeur pour les preneurs au livre parce que c'est toujours des circuits très fermés. Ils ont un système de parrainage habituellement. Une personne ne peut pas simplement les appeler puis placer des paris. Il doit avoir un parrain. Les profits tirés des paris illégaux servent donc directement à financer les activités illicites du crime organisé, comme le trafic de drogue, l'achat d'armes prohibées ou la contrebande. Si, malgré tout, il vous prend des envies de miser, assurez-vous de pouvoir payer vos dettes rapidement. À l'alentour d'un bookmaker, la majorité du temps, vous aviez un Shylock. Et le Shylock était celui qui venait vous aider ou vous consoler, si vous voulez, en vous fournissant l'argent en question. Et par la suite, quand les clients ne payaient pas, vous arrivé souvent qu'il y en a qui ont mangé ils sont fait casser les jambes, ils sont fait casser un bras, ou ils ont eu de l'intimidation, des menaces au niveau de la famille, et ainsi de suite. Ça, c'était régulier. Les gars qui vont engager 500, 1000, 2000 ou 10 000 ou 20 000 $, eux vont toujours rester illégaux. Parce que le légal n'est pas assez attrayant, parce que les sommes ne sont pas assez considérables. L'arrivée de l'Auto-Québec a tout de même ralenti considérablement les activités du jeu illégal. Mais le verbe « ralentir » est bien relatif parce qu'encore aujourd'hui, des centaines de millions de dollars sont pariés illégalement. Ajoutez à cela 2 à 3 000 appareils de loterie vidéo illégaux, toujours en circulation, et vous avez une entreprise prospère qui, je vous le gage, ne manquera jamais de clients. Au Québec, ce n'est pas les parieurs qui manquent. L'argument de l'Auto-Québec, c'est si on n'était pas là, ce serait la mafia qui aurait la mainmise sur le jeu. Oui, peut-être. Effectivement, il faut contrôler le jeu. Sauf qu'on n'est pas obligé d'en faire la publicité à un point où eux le font. Au Québec, on a un budget annuel de 20 millions de dollars par année pour s'occuper, pour prévenir et pour traiter le jeu pathologique. Et ça, per capita, c'est le plus haut budget en Amérique du Nord. Vous dépensez beaucoup d'argent dans la machine. J'allais en Arizona 2 mois par année. Ça me coûtait moins cher aller en Arizona que ça me coûtait rester ici. Longtemps interdits, les appareils de loterie vidéo ou vidéo-poker s'affichent en plein jour depuis que le gouvernement a autorisé l'Auto-Québec à les exploiter en 1993. Nos gouvernants préfèrent-ils encaisser en fermant les yeux? L'Auto-Québec a-t-il omis de renseigner les joueurs sur les risques de dépendance et que parfois le jeu peut devenir dangereux?